En prévision de la Journée nationale des patriotes qui se tient le premier lundi avant le 25 mai de chaque année, je vous invite à visionner les 23 capsules de cette exposition portant sur l'idéal démocratique des patriotes de 1837-1838. En plus de décrire les principaux affrontements entre soldats britanniques et miliciens patriotes, ainsi que les impacts des revendications et des luttes des patriotes, l'exposition jettera aussi un éclairage sur la participation des femmes patriotes dans ces combats pour l'obtention d'une gouvernance démocratique. Cette affiche a été réalisée et produite pour le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, le MNQ, et illustre l'importance des prises de parole et d'action qui favorisent l'instauration d'institutions démocratiques. L'artiste a repris la silhouette du vieux de 37, dessiné par Henri Julien en 1887, et l'a adapté avec la représentation de jeunes hommes et femmes, arborant un pot de fleurs, une guitare, une plume, un micro et un porte-voix, symbole de l'engagement citoyen. Ce clin d'œil au passé met aussi en lumière l'engagement des femmes dans la sphère publique. Ce n'était pas aussi publicisé en 1837-1838, car les têtes d'affiche étaient des hommes. Mais sans le concours des femmes, les opérations de boycottage de produits britanniques et de la fonte des ustensiles pour fabriquer des balles ainsi que leur présence aux assemblées publiques, et même les conseils qu'elles ont donnés aux politiciens, le mouvement patriote n'aurait pas connu l'ampleur qu'il a eue. Cette affiche constitue le logo du comité estrien de la Journée nationale des patriotes. Je vais maintenant me glisser dans la peau du vieux patriote de 1837 et commenter les 21 prochains tableaux. Écoutons ce que le vieux de 37 a à nous raconter. Comme vous le savez sans doute, j'ai participé non seulement aux affrontements militaires, mais aussi aux assemblées populaires faisant la promotion des 92 résolutions dont je vous parlerai un peu plus loin. Mais sachez-le, ces affrontements militaires ont été un coup monté. Un coup monté par le gouverneur Gosford et sa clique du château, dont faisait partie le commandant des forces armées Colborne, les marchands et commerçants britanniques qui avaient le monopole des institutions financières, dont John Molson et Peter McGill, ainsi que les membres du parti Tory, ultra-orangistes, qui mangeaient du Canadien du déjeuner au souper. On pourrait dire qu'on a subi toute une défaite. On n'était pas préparé à mener des campagnes militaires, et Papineau nous le rappelait constamment. Mais il fallait réagir aux attaques haineuses des dirigeants britanniques et même de certains de nos concitoyens. Et laissez-moi vous dire que nos revendications et nos luttes ont provoqué bien des changements au fil du temps. Ah, la bataille de Saint-Charles! Cette scène du 25 novembre 1837 illustre l'affrontement entre les quelques 400 soldats britanniques contre les 250 patriotes canadiens. À court de fusils, je vous souligne que la moitié n'en possédait pas, et de munitions, certains de mes amis patriotes se servent de bâtons ou même de leurs fusils comme moyen de défense contre les militaires britanniques armés de leurs baïonnettes. Comme vous le voyez, plusieurs de mes compatriotes gisent morts, d'autres se font percer par les baïonnettes des soldats britanniques. En tout, une quarantaine de patriotes et une trentaine de soldats britanniques perdent la vie. Une trentaine de partisans ont été faits prisonniers. La victoire britannique est sans équivoque. Maisons, granges et hangars ont été brûlés. Mais pourquoi tout ça? Comment en est-on arrivé à ce carnage? Qui avait intérêt à ce que ça se passe comme ça? Eh bien, je vais vous en parler en long et en large, foi de vieux patriotes. Remontons un peu dans le temps. Depuis l'adoption de l'acte constitutionnel de 1791, le conquérant britannique avait accordé le principe de l'élection de députés. Il avait aussi accordé le droit de vote aux femmes. Mais peu de femmes ne se rendaient au bureau de votation, tant nous désapprouvions leur présence dans ces lieux animés de scènes disgracieuses, telles que bagarres et propos injurieux. Toutes ces nouveautés étaient fantastiques, mais en fait, ce n'était qu'une démocratie de façade. Pourquoi je vous le dis aussi crûment? C'est que le gouverneur général avait droit de veto sur tout ce qui était voté, sauf sur certaines finances publiques, dont celui des salaires versés aux employés de la colonie. Et puis c'est pas tout.
Le gouverneur était conseillé par les membres des conseils législatifs et exécutifs qu'il avait choisis, les membres de la fameuse clique du château, ainsi que des députés anglophones du British Party. Cette clique a pris en main toutes les institutions financières du Bas-Canada ainsi que du commerce, alors que les enfants du sol sont demeurés sur leur terre pour la cultiver ou étaient employés comme manœuvre. Nés pour un petit pain. Telle était notre devise. Il fallait que ça change. Ce tableau illustre bien les rapports entre les députés élus du Parti patriote, ils sont debout en face de l'orateur, et les députés du British Party, ainsi que les conseillers nommés par le gouverneur, ils sont bien assis. Nos députés avaient réussi à faire accepter que le français soit accepté comme langue des débats à la Chambre d'Assemblée. À partir de 1834, nos députés du Parti patriote ont fait connaître les revendications qu'ils ont rédigées dans un document intitulé « Les 92 résolutions ». Je pourrais résumer les principaux points de nos revendications par l'abolition du droit de veto du gouverneur général, la nomination des membres des conseils législatifs et exécutifs par les députés élus par la population, et l'accession des Français canadiens au poste supérieur de l'administration publique. Ces revendications ont donc été transmises à Londres en 1834, et le 6 mars 1837, nous avons pris connaissance de leur rejet par Londres, provoquant un vent de mécontentement. De nombreuses assemblées populaires furent organisées comme celle-ci à Saint-Charles, les 23 et 24 octobre 1837, où près de 6000 personnes, composées d'hommes, de femmes et d'enfants, s'étaient déplacées pour entendre les principaux chefs de file du Parti patriote, dont Louis-Joseph Papineau et Wilfred Nelson. Et oui, dans mon temps, les femmes participaient aussi aux assemblées publiques, épousant les valeurs inscrites dans les 92 résolutions et encourageant les politiciens à les faire valoir. Et je dois ajouter que les assemblées publiques devinrent de plus en plus populaires. Et ça n'a pas fait l'affaire du gouverneur, car il avait fait paraître quelques mois plus tôt, soit le 17 juin 1837, une proclamation interdisant les assemblées populaires et allant même jusqu'à dissoudre la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Ces interdictions étaient antidémocratiques. Ah, le gouverneur Gosford, comme il en a profité pour mater nos assemblées, ordonnant même qu'elles soient interdites parce que, selon lui, elles alimentaient la rébellion contre les institutions britanniques. Papineau n'avait pas mis de temps pour affirmer que cette proclamation était anticonstitutionnelle. Il a été traité d'agitateur en chef par les loyaux serviteurs du gouverneur ainsi que les membres de la clique du château. Je vous rappelle que la clique du château est le surnom attribué aux marchands et bureaucrates britanniques qui avaient été choisis par le gouverneur général pour le conseiller dans les affaires de la nouvelle colonie. Les membres de la clique du château voulaient entre autres l'assimilation des Français canadiens à la culture anglo-saxonne, l'abolition du système seigneurial et du droit civil français. Pour leur montrer qu'on savait se tenir debout, on a même mis en place un système de boycottage des produits britanniques afin de diminuer les rentrées d'argent au Bas-Canada. Nos femmes patriotes n'ont pas hésité à mettre en œuvre cette opération en fabriquant des vêtements avec les tissus provenant de chez nous et cuisinant des produits du terroir. Sans leur soutien et leur ingéniosité, je ne sais pas comment nous aurions pu mener nos campagnes politiques. Ça aussi, ça fait bondir la clique du château, et on s'est fait traiter de traître et de mauvais sujets, autant par la clique que par le clergé catholique. Ah, ce Monseigneur Lartigue, l'évêque de Montréal, comme il a réussi à faire douter et anéantir l'enthousiasme de plusieurs de nos concitoyens par ses mandements qui exigeaient la stricte obéissance à l'autorité britannique. Voici quelques-uns des chefs de file du côté patriote qui provenaient, soit dit en passant, autant du côté francophone qu'anglophone. Louis-Joseph Papineau. Élu député à la Chambre d'Assemblée dès 1808, il en devint le président de 1815 à 1837. Chef du Parti patriote, sa tête fut mise à prix par le gouverneur Gosford en 1837.
De 1837 à 1839, il vécut en exil aux États-Unis, puis en France de 1839 à 1845 afin d'intéresser les politiciens à la cause du Bas-Canada. Il revint au pays en 1845, après avoir été amnistié en 1844. De 1847 à 1854, il fut de nouveau élu député au Canada uni et s'opposa à son ancien collègue Louis-Hippolyte Lafontaine, qui prônait, lui, l'acte d'union. Thomas Storrow Brown. Il prend part à la fondation des Fils de la Liberté et devint le commandant des troupes de la milice patriote à la bataille de Saint-Charles sans y avoir été préparé. Il réussit toutefois à s'exiler aux États-Unis jusqu'à l'amnistie en 1844 et s'installa à Montréal comme commis dans une quincaillerie. Denis Benjamin Vigée, journaliste et député patriote. Il est nommé l'un des représentants de l'Assemblée du Bas-Canada pour convaincre les politiciens du Parlement britannique à Londres du bien fondé des 92 résolutions. Il a été emprisonné en 1838 pour avoir, dans ses écrits, incité ses compatriotes à se révolter contre le gouvernement. Wilfred Nelson, chef de file du Parti patriote, il fut fait prisonnier après la bataille de Saint-Charles. Il fut capturé à Granby pendant 7 mois. Exilé aux Bermudes, puis aux États-Unis jusqu'en 1842, il fut réélu député de 1844 à 1851, puis nommé inspecteur des prisons. De 1854 à 1856, il fut élu maire de Montréal. Son frère, Robert Nelson, proclama sans succès la République du Bas-Canada le 28 février 1838. Voici quelques-uns des chefs de file du côté des loyaux qui provenaient tant du côté anglophone que francophone. John Colborne, général des forces armées du Bas-Canada, il fut surnommé le Vieux Brûlot pour les incendies de villages qu'il avait autorisés en 1837-1838. Il fut nommé gouverneur général de la mi-décembre 1838 à octobre 1839. Il quitta le Bas-Canada en 1839 et fut nommé au conseil privé de la reine. Archibald Gosford, gouverneur général de 1835 à décembre 1837, il avait décrété l'interdiction des assemblées populaires et la dissolution de la Chambre d'Assemblée. Il démissionne de son poste en raison de maladie. En 1838, il considère Durham et Colborne comme stupides à cause de la deuxième insurrection, celle de 1838, qui fut matée avec sauvagerie. John Lambton Durham, nommé par la reine Victoria le 29 mai 1838 comme gouverneur général jusqu'au 1er novembre 1838, soit 5 mois. Sa mission consistait à faire enquête sur les troubles de 1837 au Bas-Canada. Sous son administration, 501 patriotes furent arrêtés. Il rédigea un rapport qui proposa d'unir le Haut et le Bas-Canada afin d'assimiler les Français canadiens et d'instaurer une meilleure stabilité politique. Jean-Jacques Lartigue, évêque de Montréal et cousin de Louis-Joseph Papineau et de Benjamin Vigée. Il prend position en faveur des Britanniques comme le stipulait le pape Grégoire XVI qui recommandait obéissance aux autorités civiles. Ces mandements recommandaient de ne pas assurer de services religieux aux patriotes. Et ces positions ont réussi à faire douter du bien fondé de nos revendications auprès de plusieurs de nos concitoyens. Je dois ici vous expliquer que nous n'avions jamais envisagé prendre les armes pour défendre nos revendications. On savait bien qu'on ne pouvait affronter des soldats britanniques avec nos pauvres fusils de chasse et nos munitions insuffisantes. Papineau nous le rappelait constamment. C'est pourquoi on avait organisé des assemblées populaires partout sur le territoire du Bas-Canada et qu'on avait pris des mesures pour boycotter les produits britanniques. Et en plus, on envoyait régulièrement nos doléances au Parlement de Londres. Mais je dois aussi vous dire que nous avons été fortement malmenés par des forces paramilitaires qui furent tolérées par le gouverneur Gosford. Il y a eu par exemple le Derry Club, fondé en mars 1836, et qui avait été mis sur pied pour défendre les intérêts britanniques au Bas-Canada. Ces derniers ne cessaient de provoquer des altercations avec les Français canadiens,
et si ces derniers osaient répliquer, ils étaient immédiatement considérés comme des suspects, aptes à se révolter, enfin des hors-la-loi. C'est pourquoi on ne pouvait rester les bras croisés, et notre jeunesse a fondé la Société des Fils de la Liberté, un mouvement paramilitaire fondé en septembre 1837, soit 1 an et demi après la fondation du Doric Club, pour défendre les intérêts des Français canadiens qui étaient malmenés. Le gouverneur Gosford considéra ses membres comme des ennemis publics, des hors-la-loi. Avait-on le choix? Ou bien on se laissait tabasser, ou bien on répliquait, mais avec nos bâtons. Comme on devait s'y attendre, les altercations entre les membres du Doric Club et des Fils de la Liberté ont été nombreuses, et je pourrais ajouter voulues par la clique du château, afin que les Français canadiens se fâchent et ripostent. Et ces altercations sont considérées comme étant les éléments déclencheurs des rébellions de 1837-1838. Les Fils de la Liberté étant considérés comme des hors-la-loi par le gouverneur Gosford, plusieurs ont été emprisonnés. Je vous le répète, ces altercations ont été provoquées par le gouverneur Gosford et sa clique du château, forçant ainsi les Français canadiens à riposter et justifiant la répression du gouverneur. Pourquoi j'affirme qu'elles ont été provoquées? C'est que le gouverneur avait interdit les assemblées populaires, créant un vent de mécontentement auprès de la population, et considérait les personnes qui boycottaient les produits anglais comme des anti-britanniques qu'il fallait punir et mépriser. Cet affrontement eut lieu le 6 novembre 1837, et à partir de ce moment, les choses vont s'amplifier. La machine bureaucrate du gouverneur va se mettre en marche. Des dizaines de nos partisans sont capturés et emprisonnés. On ne pouvait pas les laisser tomber, et on va tout tenter de les libérer. Vous allez voir. 10 jours après les altercations entre les membres du Doric Club et des Fils de la Liberté, soit le 16 novembre 1837, les forces de l'ordre britanniques ont déplacé 2 prisonniers patriotes pour les incarcérer à Saint-Jean-sur-Richelieu en passant par le chemin de Chambly. Des miliciens patriotes ont tendu une embuscade pour libérer les 2 prisonniers politiques. Le gouverneur général Gosford sauta sur l'occasion, voyant que des insurgés ont libéré des prisonniers politiques. Voilà le prétexte qu'attendait le gouverneur général pour mater les irréductibles patriotes, sachant qu'ils n'étaient pas bien armés et entraînés au combat, comme l'étaient les soldats britanniques en poste au bas et au Haut-Canada. À partir de ce moment-là, les troupes britanniques mirent en place leur plan de mater, une fois pour toutes, le Parti patriote et ses militants, qui ne cessaient de revendiquer une plus grande place à la démocratie naissante. Le gouverneur autorisa la mise à prix de 26 chefs patriotes, les obligeant à se réfugier aux États-Unis, et certains ayant été faits prisonniers. Ainsi décapité, le mouvement patriote était fortement affaibli, et c'est ce que les autorités britanniques espéraient. Ainsi, le 16 novembre 1837, le gouverneur Gosford a mis la tête de Papineau à prix, et un mandat d'arrestation a été mis, octroyant 4000 piastres de récompense pour sa capture. Une fortune à mon époque. Mais personne n'a dénoncé M. Papineau, ni les 25 autres chefs du parti. Papineau et Wilfred Nelson se sont réfugiés à Saint-Denis-sur-Richelieu, ce qu'apprend l'état-major britannique, qui décide d'envoyer une troupe pour les capturer le 23 novembre 1837. Papineau dut s'enfuir aux États-Unis pour ne pas être capturé et continuer à diriger le mouvement patriote de l'extérieur. Cet événement marque le début du conflit armé entre patriotes et loyaux du Bas-Canada. J'aimerais aussi souligner que les réformistes du Haut-Canada vont s'inspirer des revendications des patriotes du Bas-Canada pour revendiquer à leur tour l'idéal démocratique que nous avons promu depuis 1792. Il faut aussi comprendre qu'une fois les combats engagés, les femmes ont dû prendre le relais des hommes dans la gouvernance domestique. Pendant que ces derniers s'affairaient à se battre, que plusieurs étaient blessés et d'autres tués et même exilés, il fallait trouver les vivres et les ressources nécessaires pour s'occuper des enfants et des personnes à charge. Tout un défi quand vous êtes du côté des opprimés. À la bataille de Saint-Denis, imaginez l'effroi que nous avons ressenti lorsqu'un détachement de 500 soldats britanniques,
commandé par le lieutenant-colonel Gore, se rendit au matin du 23 novembre 1837 à Saint-Denis avec l'ordre de capturer les chefs du Parti patriote, dont Louis-Joseph Papineau et Wilfred Nelson. Nos 300 miliciens patriotes, dont moins de la moitié possédaient un fusil, sont commandés par Wilfred Nelson. Les soldats britanniques ont dû marcher toute la nuit avant de combattre le matin et ont dû décamper à 15 heures. Imaginez maintenant notre joie lorsque les troupes britanniques ont dû retraiter face à notre vaillance et à nos pauvres ressources. Bilan, 12 morts et 7 blessés du côté des patriotes. 6 morts et 10 blessés du côté britannique. Les blessés ont été secourus par les femmes qui s'étaient improvisées infirmières, tout en sachant qu'elles devaient affronter les tirs ennemis. Anecdote. Le curé de Mers et son vicaire, ne voulant pas ensevelir les morts patriotes en sol catholique, afin de ne pas contrevenir au mandement de Monseigneur Lartigue, doivent se sauver tant l'indignation de la population est grande. Papineau ayant réussi à s'enfuir aux États-Unis, Nelson étant le commandant des opérations militaires, fut assisté de Thomas Storrow Brown. Pour la petite histoire, je dois vous dire que Nelson accusera plus tard Papineau de lâcheté parce qu'il s'était réfugié aux États-Unis pendant la bataille de Saint-Denis, ce qui mina le moral des partisans patriotes et celui de Papineau. 2 jours après la victoire patriote de Saint-Denis, le colonel Waterhall et ses troupes partent de Saint-Hilaire pour Saint-Charles et arrivent à 14 heures pour venger leur défaite survenue à Saint-Denis. On les a accueillis comme il se doit. Nous étions répartis un peu partout pour contrecarrer les plans des Britanniques. Un feu nourri de chaque côté se fit entendre. Nous étions 250 patriotes à défendre notre territoire, qui fut envahi par 400 soldats britanniques bien équipés. Je dois avouer que nous n'avions que 109 miliciens qui possédaient un fusil de chasse, et nos munitions étaient comptées, alors que nos adversaires nous mitraillaient de plomb sans compter. Les canons britanniques tonnent et détruisent plusieurs bâtiments. Nos canons ont été moins percutants parce que beaucoup trop rouillés. Thomas Storrow Brown était notre commandant, mais n'a pu rééditer l'exploit de Nelson à Saint-Denis. Il n'était pas bien préparé à prendre le commandement. Avant l'arrivée des soldats britanniques à Saint-Charles, on avait prévu de démanteler les ponts nous séparant d'eux. Ces derniers, mieux armés et mieux entraînés, se sont aperçus que certains endroits étaient beaucoup moins bien protégés que d'autres, et s'y avancent. Les soldats britanniques s'approchent de plus en plus. Ils sont plus nombreux, mieux équipés, ils ne doivent pas compter leurs munitions comme nous devions le faire. Puis ont engagé un combat de corps à corps, armés de leurs baïonnettes. Ce fut la débandade pour plusieurs d'entre nous. Plusieurs de mes compatriotes gisent morts, d'autres se font percer par les baïonnettes des soldats britanniques. En tout, une quarantaine de patriotes et une trentaine de soldats britanniques perdent la vie. Une trentaine de partisans ont été faits prisonniers. La victoire britannique est sans équivoque. Maisons, granges, hangars sont brûlés. Wilfred Nelson a été fait prisonnier à Grimby en tentant de s'échapper aux États-Unis. Et le commandant Brown réussit, quant à lui, à fuir aux États-Unis. Encore une fois, comment en est-on arrivé à ce carnage? Qui avait intérêt à ce que ça se passe comme ça? Le 5 décembre 1837, après la bataille de Saint-Charles, la loi martiale est proclamée au Bas-Canada. Plusieurs patriotes fuient aux États-Unis afin de se regrouper et d'organiser des raids contre les soldats britanniques. Un de ces groupes, composé de 80 miliciens, commandé par le docteur Cyril Hector Côté et le cultivateur Julien Gagnon, se trouve face à 300 soldats loyaux commandés par le capitaine Kemp, qui s'était déplacé au carrefour de Saint-Armand et Philipsburg. Les patriotes, se sachant inférieurs, en nombre, durent se replier vers la frontière américaine après 20 minutes d'échange de coups de feu. 5 miliciens patriotes sont faits prisonniers, et le jeune milicien Patnaud a été mortellement atteint. La loi martiale ne sera levée que 2 ans plus tard. Colborne, sachant que les miliciens patriotes se réfugient à Saint-Eustache, décide d'y envoyer ses troupes pour les déloger et mater une fois pour toutes
ce qu'il qualifia de rébellion des patriotes. Le 14 décembre 1837, les troupes britanniques composées de 1280 soldats, 120 cavaliers et de 220 miliciens, commandés par le général Colborne en personne, attaquent le village de Saint-Eustache, défendu par 200 miliciens patriotes, commandés par le docteur Chénier. Les Britanniques encerclent le village et bombardent les bâtiments, faisant fuir plusieurs patriotes. Les 200 miliciens patriotes ne peuvent rivaliser avec les 1600 soldats britanniques, mieux entraînés, mieux équipés et plus nombreux. À 1 contre 8, les miliciens patriotes ont dû retraiter très tôt lors de l'affrontement du 14 décembre 1837. Les femmes patriotes avaient entre autres tâches non seulement celle de soigner les blessés, mais aussi à charger les fusils des miliciens afin d'accélérer les tirs. 60 miliciens patriotes se réfugient dans l'église de Saint-Eustache et quelques dizaines se cachent dans le manoir seigneurial. Les soldats britanniques mettent le feu à la sacristie, obligeant les patriotes à sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes. Ils deviennent des cibles faciles pour les soldats britanniques. Chénier, commandant des partisans patriotes, est tué en sautant par une fenêtre. Bilan de la bataille. 70 morts, 15 blessés et 118 prisonniers du côté des patriotes. 3 morts et 8 blessés du côté des troupes commandées par le général Colborne. 65 maisons sont incendiées sur ordre du général Colborne, que l'on a surnommé le Vieux Brûlot, tant il avait fait incendier des villages durant les troubles de 1837. Le lendemain de la bataille de Saint-Eustache, la troupe britannique se dirige vers le village voisin de Saint-Benoît afin de capturer les patriotes en fuite qui ont combattu à Saint-Eustache et ceux qui les appuyaient de l'extérieur. Ainsi, 300 miliciens patriotes se soumettent au général Colborne afin d'éviter que leur village ne soit brûlé. Colborne espère connaître l'endroit où se réfugient les chefs patriotes, et voyant que les miliciens patriotes ne veulent rien révéler, ordonne l'incendie du village. Le feu ne se limite pas au seul village de Saint-Benoît, il se répand un peu partout autour. Encore une fois, le surnom de Vieux Brûlot qualifie bien la réputation du général Colborne. Après l'incendie, on n'y retrouve que ruines à Saint-Benoît en ce 15 décembre 1837. Imaginons maintenant le désarroi de la population à cette fin d'année 1837. Des villages brûlés, rasés, des centaines de partisans tués, blessés, d'autres emprisonnés, exilés. Il revint aux femmes patriotes de gérer ces situations avec l'énergie du désespoir et contre la haine et l'arrogance de la gouvernance britannique. Quel défi! Après les défaites de Saint-Charles et Saint-Eustache, plusieurs partisans patriotes se réfugient aux États-Unis dans l'espoir de revenir libérer le Bas-Canada du despotisme de la gouvernance britannique. Mais pour que cela se réalise, il fallait trouver des armes, des munitions, et c'est aux États-Unis qu'il fallait les trouver. Aussi, durant cette année 1838, les partisans patriotes ont réussi à s'armer un peu mieux, et, sous la gouverne de Robert Nelson, le frère de Wilfred, ils s'organisent et proclament même en février l'indépendance du Bas-Canada. Le 9 novembre 1838, environ 700 miliciens patriotes, commandés par Robert Nelson, se dirigent à Odelltown, c'est à la Colle, au sud-est de Montréal, et sont accueillis par 200 miliciens loyalistes britanniques qui s'étaient réfugiés dans l'église. De part et d'autre, les fusillades fait rage, et les patriotes doivent se réfugier derrière une grange que les soldats britanniques réussissent à incendier. Puis, l'arrivée de renforts loyaux vers 16 heures oblige les patriotes à retraiter et à regagner leur camp de Napierville. Le 5 novembre 1838, à Beauharnois, des partisans patriotes ont coulé un navire à vapeur, croyant qu'il s'y trouvait des soldats britanniques, ainsi que des munitions pour approvisionner les loyaux britanniques. Quelques hommes s'y trouvaient, qui furent faits prisonniers. Puis, dans la foulée de cet événement, le seigneur Edward Ellis, son épouse Jane et quelques personnes de leur entourage furent aussi faits prisonniers, d'abord au manoir du seigneur Ellis pendant une semaine, puis dans l'église du village. C'est dans ces circonstances que fut réalisée cette aquarelle par Jane Ellis, qui illustre de belle façon l'armement et les vêtements de nos miliciens patriotes, de vieux fusils, des faucilles, des bâtons.
Rappelons aussi que selon les dires du seigneur Ellis et de son épouse Jane, ces derniers furent bien traités par les miliciens patriotes. Ellis était aussi le secrétaire privé et ami intime de Lord Durham, nouveau gouverneur général. 800 soldats britanniques s'étaient rendus à Beauharnois pour libérer les prisonniers. Ils furent repoussés dans un premier temps par les 500 miliciens patriotes. Le 10 novembre, les soldats britanniques reviennent en force à Beauharnois avec 1200 soldats, alors que seulement 250 miliciens patriotes étaient restés. Ces derniers se dispersent aussitôt et relâchent leurs prisonniers. Évidemment, le village a été lourdement brûlé, ainsi que celui de la prairie. Le 21 décembre 1838, 2 patriotes ont été pendus à la prison du Pied-du-Courant à Montréal, le gouverneur Colborne leur ayant refusé l'exil auquel ils avaient été condamnés. Il s'agissait de Joseph Narcisse Cardinal et de Joseph Duquette. Le 18 janvier 1839, 5 partisans patriotes sont exécutés, soit Joseph Jacques Robert, François-Xavier Hamelin, Pierre-Théophile de Coigne, Ambroise Sanguinet et son frère Charles. Enfin, le 15 février suivant, 5 autres subiront le même sort. Pierre-Rémy Narbonne, François Nicolas, Amable Daunet, Charles Ingdalen et Marie-Thomas de Lorimier. Ces pendaisons publiques rassemblaient quantité de curieux et de proches des familles accablés par ces pendaisons. Amédée Papineau, fils de Louis-Joseph et membre des Fils de la Liberté, écrivit ce qui suit. Le gouvernement, qui ne cherchait qu'une occasion et un prétexte pour nous écraser, foula aux pieds tous nos droits, toutes nos libertés, détruisit notre constitution, nous envoya un despote nommé Durham et une armée de bourreaux pour nous égorger. Il ne connaît plus enfin de bornes à ces injustices. Il veut noyer la population franco-canadienne. Le bilan des impacts humains des troupes de 1837-1838 s'établit comme suit. 298 morts du côté des partisans patriotes, 1280 prisonniers, 12 personnes pendues au Bas-Canada et 20 dans le Haut-Canada, 58 personnes exécutées en Australie et 83 au Haut-Canada, et 8 personnes exilées aux Bermudes. Soulignons que la Journée nationale des patriotes a été instituée en 2002 comme jour férié grâce à la promulgation d'une loi mise en place par le gouvernement du Québec, dirigé alors par l'honorable Bernard Landry, chef du Parti québécois, ainsi qu'aux démarches exercées par le Club souverain de l'Estrie, présidé par M. Alcide Clément, alors résident de Saint-Élie-d'Orford, en Estrie. La photo a été prise lors du 15e anniversaire de ce jour férié au centre communautaire Richard Gingras à Saint-Élie-d'Orford, à Sherbrooke. M. Landry pose fièrement aux côtés d'Alcide Clément, tenant le drapeau patriote qu'ils ont aimablement co-signé. La Journée nationale des patriotes remplace la fête de Dollard des Ormeaux et celle de la reine Victoria. Cette exposition portant sur l'idéal démocratique des patriotes de 1837-1838 tente de décrire les principaux lieux où se sont déroulés des affrontements entre les soldats britanniques et les patriotes en 1837 et 1838, ainsi que les impacts des revendications et des luttes des patriotes. Elle jette aussi un éclairage sur la participation active des femmes patriotes dans ces combats pour l'obtention d'une gouvernance démocratique. Nous tenons à souligner le soutien financier du MNQ, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, et de la SNE, Société nationale de l'Estrie, dans l'organisation de cette exposition, ainsi que la collaboration du musée McCord, de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et de la Bibliothèque et Archives du Canada pour la permission d'utiliser les illustrations de leurs archives. Recherche, narration et réalisation par Luc Gay, président du comité estrien de la Journée nationale des patriotes.